La veille de Noël, dans les vieilles maisons, le silence n'est jamais vide. Il se dépose sur les meubles, il s'accroche aux rideaux, il respire à travers les boiseries comme une bête ancienne qui connaît tous vos secrets. Dans mon domaine, il avait l'odeur mêlée de la cire d'abeille, de la pierre froide et du laurier que le Mistral avait secoué toute la journée contre les volets. Au dehors, les rangées de lavande dormaient noires sous la lune d'hiver, nues et modestes, loin des cartes postales de juillet. L'hiver disait toujours la vérité sur la Provence. Il lui retirait ses bijoux. J'avais dressé la table pour 3. C'était une vieille habitude dont je n'arrivais pas à me défaire, non par faiblesse, mais par discipline. Il faut du courage pour maintenir les formes quand les sentiments ont déjà déserté. Sur la nappe de lin ivoire, j'avais posé les assiettes de porcelaine fine qui n'étaient sorties qu'au Noël, aux baptêmes et aux enterrements. Les couverts d'argent portaient encore, si l'on regardait bien, les minuscules initiales de la famille de mon mari. Un héritage de gens qui avaient cru, avec la superbe propre aux lignées usées, que la gravure d'un nom empêchait le déclin. La soupe refroidissait doucement dans la soupière. Une soupe simple, de châtaigne et de céleri, veloutée, parfumée au thym, ce genre de plat que Paris appelle volontiers rustique lorsqu'il veut dire inférieur. À côté, le foie gras reposait sur son plat de faïence. Les copeaux de truffes attendaient dans leur petit bol et j'avais ouvert une bouteille de rouge de 1996. 30 ans presque. Un vin qui avait eu la délicatesse de vieillir sans bruit. J'ai toujours préféré cela aux gens. Je regardais les flammes des bougies se pencher légèrement sous le souffle des courants d'air. Elles semblaient hésiter, comme les invités polis qui regrettent déjà d'être venus. Dans le reflet de la vitre, mon visage se tenait très droit. À 65 ans, j'avais appris cette économie de gestes qui protège les femmes seules, mieux qu'un verrou. On dit souvent de moi que j'ai l'air sévère. En vérité, je suis devenue lisible seulement pour ceux qui ont connu la perte. Le téléphone a sonné au moment précis où l'horloge du vestibule marquait 8 heures. Il y avait dans cette sonnerie quelque chose de grossier, presque obscène, comme un éclat de néon dans une chapelle. J'ai laissé passer 2 vibrations avant de décrocher. Je connaissais déjà la voix qui allait traverser le combiné avant même qu'elle ne parle. Une mère reconnaît toujours la fatigue nerveuse de son enfant, même lorsque cet enfant l'a remplacée dans son cœur par le bruit du monde. Maman? Derrière Chloé, j'entendais les roulettes des valises, les annonces d'aéroport, une porte automatique, des pas pressés, des rires trop hauts. Paris, ou plutôt sa périphérie nerveuse, sa respiration métallique, son éternelle manière de faire croire que courir est une preuve de valeur. « Nous sommes à Roissy », a-t-elle dit. Il y a eu un changement. Les changements, chez ma fille, avaient toujours la forme d'une décision déjà prise par quelqu'un d'autre. Je n'ai rien répondu. Le silence, lorsqu'on sait s'en servir, oblige les gens à entendre leur propre voix. Finalement, on part en Suisse avec la famille de Julien. C'était compliqué de tout faire. On ne pourra pas venir ce soir. Au loin, une annonce a avalé la fin de sa phrase. J'ai fermé les yeux une seconde. Pas de colère. La colère est un luxe de jeunesse. Avec l'âge, on comprend que certaines humiliations se contentent d'être notées, classées, puis rangées à l'endroit exact où elles serviront plus tard. J'ai promené le regard sur la table, sur les verres en cristal, sur l'ombre douce des chandeliers, sur la chaise vide où Chloé s'asseyait autrefois, avec ses genoux écorchés et ses cheveux qui sentaient le soleil. Il y a des distances qu'aucun avion n'invente. Elles étaient là depuis bien plus longtemps que son billet pour Genève. « Je vois », ai-je dit. Ma voix était calme. Elle l'était d'autant plus que je sentais, sous cette paix apparente, quelque chose se déposer définitivement au fond de moi. Non pas une blessure, une clarification. « Tu ne m'en veux pas ?» Cette question m'a presque fait sourire. Les gens qui abandonnent espèrent toujours être consolés de leur propre abandon. Je me suis tournée vers la fenêtre. La terre dehors était sombre, presque noire après la pluie de l'après-midi. Cette odeur de boue mouillée que Julien détestait me revenait en mémoire avec une netteté délicieuse. Il appelait cela une odeur de pauvreté. Les hommes qui n'ont jamais rien créé confondent souvent la terre avec la honte. « Non, ma chérie, ai-je répondu, je vous souhaite un voyage mémorable.
Il y a eu un bref silence de l'autre côté, le temps peut-être qu'elle perçoive, sans pouvoir encore la nommer, l'inflexion exacte de ma phrase. Puis elle a parlé trop vite, comme on referme une porte sur un courant d'air. Elle m'a embrassé d'un mot distrait. La ligne a coupé. Je suis restée debout quelques secondes, le téléphone à la main. Puis j'ai reposé le combiné, tiré la chaise de ma fille et l'ai doucement repoussée sous la table. Il fallait toujours commencer par remettre les choses à leur place. 2 heures de route. C'était la distance exacte qui séparait mon domaine du tumulte parisien où Chloé et Julien avaient choisi de vivre. 2 heures seulement, mais dans l'imaginaire de ma fille, ce trajet avait fini par prendre les proportions d'une expédition arctique. Les villes modernes ont ce talent étrange. Elles rétrécissent le monde tout en agrandissant les prétextes. Je me suis servi un peu de vin. Le verre captait la lumière des bougies avec une lenteur presque cérémonielle. Un vin rouge qui avait traversé presque 30 années de silence dans une cave sombre, patient, modeste, sans jamais exiger l'attention de personne. J'ai souvent pensé que certaines bouteilles possédaient plus de dignité que bien des héritiers. Le téléphone a vibré de nouveau. Cette fois, ce n'était plus la voix pressée d'une fille distraite. C'était celle de quelqu'un qui se savait observer et qui aimait l'être. Julien. Il n'a même pas pris la peine de dire bonsoir. Catherine, j'espère que Chloé vous a expliqué. Je n'aimais pas cette manière qu'il avait d'utiliser mon prénom comme une signature bancaire. Les hommes de finance pensent souvent que supprimer les titres donne l'illusion de l'égalité. En réalité, cela trahit surtout leur besoin de domination. Elle m'a dit que vous partiez en Suisse. Derrière lui, les annonces d'embarquement continuaient de crépiter comme des insectes électriques. J'imaginais déjà à l'aéroport. Les vitrines de luxe, les manteaux trop chers, les regards pressés de gens convaincus d'appartenir à un monde supérieur parce qu'ils changent de fuseau horaire. Il a laissé échapper un petit rire. Vous comprenez, les fêtes, les obligations familiales. Mon père organise quelque chose de très important au château. Le château. Je connaissais ce mot depuis mon enfance. Dans la vallée de la Loire, il était prononcé avec une gravité presque religieuse. Pourtant, dans la bouche de Julien, il sonnait comme un slogan publicitaire. Bien sûr, ai-je dit. Il a hésité une seconde, comme s'il pesait la suite de sa phrase. Les hommes qui ont appris à négocier savent toujours ménager un moment de suspension avant l'insulte. Vous savez, faire 2 heures de voiture la veille de Noël pour un dîner à la campagne, ce n'est pas très raisonnable. La campagne. Le mot s'est posé dans la pièce comme un insecte mort. Je n'ai rien répondu. Je regardais la vapeur qui montait encore paresseusement de la soupière. Une soupe faite avec les légumes du jardin, les mêmes qui avaient nourri Chloé pendant toute son enfance. Elle avait grandi avec la terre sous les ongles et le soleil dans les cheveux, et pourtant, à Paris, elle avait appris à parler de ces choses comme d'un souvenir embarrassant. Julien a repris, plus léger maintenant, presque jovial. On vous fera livrer quelque chose de bien. Un panier gastronomique de la maison Fauchon, peut-être. Ce sera plus pratique que tout ça. Tout ça. Il devait imaginer ma table comme une caricature provinciale. La vieille mère solitaire, les recettes simples, les chandelles trop longues. Je me suis levée pour fermer légèrement un volet. Le Mistral s'était levé et faisait frissonner les cyprès. Dans l'air froid montait l'odeur humide de la terre retournée par la pluie. Cette odeur qu'il appelait la boue. Je me suis souvenu d'un après-midi d'été où Chloé, enfant, avait couru dans les champs de lavande avec un panier trop grand pour elle. Elle revenait toujours couverte de poussière violette, les mains tachées de pollen, riant comme si la vie entière n'était qu'un jeu de cache-cache entre les collines. Les souvenirs ne disparaissent jamais. Ils attendent seulement le moment exact pour se transformer en preuve. Julien, ai-je dit doucement. Il s'est tu. Il y avait dans ma voix quelque chose qui surprenait toujours les gens, une lenteur très calme qui les obligeait à écouter. Vous avez raison, 2 heures de route peuvent sembler longues. Il a poussé un petit soupir de soulagement. Il croyait sans doute que la conversation touchait à sa fin. Mais parfois, ai-je ajouté, la distance n'est pas dans la route. Silence. Les annonces de l'aéroport ont continué derrière lui. Une femme appelait un passager en retard pour un vol vers Zurich. Je n'ai pas développé.
L'élégance consiste souvent à laisser les phrases inachevées. Julien a toussé légèrement, comme quelqu'un qui ne sait pas très bien si l'on vient de le complimenter ou de l'insulter. Enfin, nous vous enverrons quelque chose. Je me suis tournée vers la table dressée pour trois. Les bougies continuaient de brûler avec une obstination presque ironique. Le foie gras, les truffes, le vin. Tout ce que Paris considère comme luxueux lorsqu'il est servi dans un restaurant étoilé devenait soudain rustique dès qu'il apparaissait dans une maison ancienne. « Ne vous inquiétez pas, ai-je répondu. Ma voix était douce, presque tendre. Passez une soirée inoubliable. Il a ri poliment, puis la ligne s'est coupée. Je suis restée debout un moment dans la salle à manger, entourée par les ombres longues des chandeliers. La maison avait retrouvé son silence naturel, celui qui n'attend rien de personne. Dehors, la nuit s'étendait sur les champs de lavande comme une mer sombre. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai compris que certaines routes ne sont jamais empruntées deux fois de la même manière. Quelques jours plus tard, j'ai appris, comme tout le monde finalement, que le château de Pierre n'était pas seulement un lieu, mais une mise en scène. Je ne l'ai pas appris par Chloé. Ma fille n'appelait plus guère pour raconter la vérité. Elle appelait pour raconter les apparences. Les photos arrivaient sur mon téléphone comme des cartes postales d'un monde soigneusement éclairé. Des salons immenses, des nappes blanches, des verres très fins, des hommes en vestes impeccables dont les poignées de main semblaient peser des millions. Le château se trouvait dans la vallée de la Loire, une bâtisse de pierre claire posée au bord d'une rivière lente, avec ses longues allées de gravier que les propriétaires aiment tant parce qu'elles obligent les visiteurs à ralentir, à contempler, à croire à l'ancienneté du pouvoir. Pierre avait toujours cultivé cette illusion avec une certaine élégance. Une moustache parfaitement taillée, des costumes sur mesure et ce ton légèrement paternaliste qui donne aux gens riches l'air d'avoir toujours raison. Sur les photos que Chloé m'envoyait, Julien semblait transformé. Il portait des vestes dont les épaules étaient plus rigides que ses convictions, des chemises si blanches qu'elles semblaient neuves chaque jour. Il se tenait droit, le menton relevé, avec cette assurance fragile des hommes qui viennent d'entrer dans un cercle et qui craignent encore qu'on les en chasse. Il aimait être là. Je le savais parce que les hommes qui ont passé leur vie à prouver quelque chose se détendent toujours quand ils pensent enfin avoir gagné. Sur une image, on voyait une longue table dressée dans la bibliothèque du château. Derrière eux, les murs disparaissaient sous des rayonnages de cuir sombre. Julien levait son verre de champagne à côté de Pierre, comme s'il avait toujours appartenu à ce décor. « Tu vois, maman », m'avait écrit Chloé sous la photo, « Julien commence enfin à fréquenter les bonnes personnes. » Je n'avais pas répondu. Le mot « bonne » m'avait amusé. Dans ma génération, on disait plutôt « solide ». Et les gens solides parlent rarement de leur solidité. Quelques jours plus tard, Chloé m'a appelé brièvement. Sa voix avait cette chaleur artificielle que les enfants adoptent lorsqu'ils veulent convaincre leurs parents qu'ils ont réussi leur vie. « Papa de Julien organise des dîners incroyables », disait-elle. « Il connaît des banquiers, des gens de fonds d'investissement, même un ancien ministre. » Je l'écoutais décrire ces soirées comme on écoute un enfant raconter une pièce de théâtre. Les costumes, les lumières, les applaudissements, tout semblait parfaitement réglé. Pourtant, dans les détails, quelque chose sonnait faux. Il y avait d'abord ces petites pauses dans sa voix lorsqu'elle parlait de Pierre. Des silences presque imperceptibles, comme si certaines phrases étaient prononcées trop vite pour éviter d'être examinées. Puis il y avait les messages de Julien. Très courts, trop courts. Un soir, tard, il m'a envoyé une photo du grand salon du château. Les rideaux étaient ouverts sur un parc immense, les lustres brillaient comme des constellations artificielles. Mais mon regard s'est arrêté ailleurs, sur la table basse, une enveloppe ouverte, à peine visible dans le coin de l'image, une enveloppe de banque, avec ces lettres austères que les établissements financiers utilisent pour annoncer les choses que l'on ne veut jamais recevoir. Quelques jours plus tard, un autre détail est apparu. Une vidéo que Chloé avait filmée pendant un dîner. Pierre racontait une anecdote avec ce charme étudié des hommes qui ont passé leur vie à séduire des investisseurs.
Les invités riaient avec un enthousiasme légèrement trop appuyé. Et soudain, dans le fond de l'image, on voyait Julien glisser sa carte dans un terminal de paiement portable. Le serveur attendait. Julien souriait. La machine bipait, puis le serveur lui murmurait quelque chose à l'oreille. Un sourire figé. Une seconde tentative. Bip. Chloé avait arrêté la vidéo à ce moment-là. Elle avait écrit simplement « Problème technique. Ah ah !» Je me suis servi un verre de vin et je suis sorti sur la terrasse. La nuit provençale avait cette douceur trompeuse des hivers du Sud. Dans le noir, les champs de lavande ressemblaient à une mer immobile. Le Mistral avait cessé et l'air portait cette odeur de terre humide que Julien appelait autrefois la boue. Je me suis appuyé contre la balustrade. Il y a des fissures que l'on voit bien avant les autres, non parce que l'on est plus intelligent, mais parce que l'on a vécu assez longtemps pour reconnaître la fatigue des façades. Le château de pierre était magnifique, mais il avait cette beauté particulière des décors de théâtre, solides de loin, fragiles dès que l'on s'approche. Et quelque part, au milieu de ces salons pleins de champagne et de promesses, je sentais déjà la première pierre bouger. Dans le silence des lavandes, la terre garde toujours la mémoire des effondrements à venir. Les effondrements véritables ne ressemblent jamais aux catastrophes que l'on imagine. Ils ne font pas de bruit. Ils ne brisent pas les murs d'un seul coup. Ils commencent toujours par un détail administratif, une lettre, un tampon, un délai de 48 heures. Je l'ai appris un matin gris de janvier, quelques semaines après Noël. Le genre de matin où la Provence semble hésiter entre la pluie et le soleil, où la terre reste sombre et lourde, comme si elle refusait encore de se réveiller. Le téléphone a sonné très tôt, pas la sonnerie distraite de Chloé. Celle-ci était plus courte, plus nerveuse. 3 vibrations rapides comme un cœur qui bat trop vite. Quand j'ai décroché, la voix de ma fille n'avait plus rien de la légèreté que j'avais entendue à Roissy. Elle respirait trop fort. « Maman », je n'ai rien dit. Je me suis contentée d'écouter. Les gens révèlent beaucoup plus lorsqu'on ne les interrompt pas. Il y a un problème. Les mots tombaient comme des objets lourds. J'entendais derrière elle un brouhaha confus. Des portes qui claquent, un homme qui parle vite, un téléphone posé trop brutalement sur une table. Puis la voix de Julien a surgi, plus sèche, plus tranchante. « Catherine, je vais être directe. Il y a eu une enquête. » Il prononçait le mot « enquête » comme un banquier prononce « fluctuation ». Avec cette tentative maladroite de banaliser l'inévitable. Je me suis assise. La lumière d'hiver traversait la salle à manger et éclairait la nappe encore pliée depuis Noël. Sur le mur, un des tableaux de Monet captait un rayon de soleil, transformant un coin d'ombre en reflet d'eau. « Une enquête de qui ?» ai-je demandé. Il y a eu un silence. Puis Julien a prononcé les 3 mots que tous les financiers redoutent plus que la faillite. La police économique. La brigade financière. À Paris, on parle rarement d'eux à voix haute. Ils ont cette réputation discrète mais persistante d'apparaître toujours lorsque les illusions comptables deviennent trop créatives. Julien a commencé à parler plus vite. Des investissements, des structures, des fonds transitant par des sociétés partenaires. Le langage de la finance ressemble souvent à une langue étrangère inventée pour masquer la peur. Mais derrière les mots, la réalité était simple. Les comptes de son entreprise venaient d'être gelés. Tous. Temporairement, a-t-il ajouté, comme si l'adjectif pouvait contenir l'abîme. Chloé a repris le téléphone. Sa voix tremblait maintenant. Ils sont venus au bureau ce matin, ils ont pris des dossiers. Ils parlent d'irrégularité. Je regardais la lumière glisser sur la surface du vin dans mon verre. Le rouge profond ressemblait presque à une encre ancienne. « Et Pierre ?» ai-je demandé. Encore un silence. Cette fois, il a duré plus longtemps. Puis Julien a répondu d'un ton brusquement fatigué. « Mon père n'est pas en mesure d'aider. » La phrase était soigneusement choisie. Mais certaines vérités passent toujours entre les mots. « Le château appartient à une société, a-t-il ajouté. Une société. Je voyais parfaitement le montage. Propriété louée, dette masquée, prestige emprunté. Les châteaux de la Loire sont souvent des décors splendides pour des fortunes imaginaires. Chloé a murmuré, presque honteuse. Pierre a quelques difficultés financières. J'ai fermé les yeux une seconde. Toutes ces soirées, ces costumes sur mesure, ces dîners avec des banquiers, et derrière la façade,
un château loué comme une salle de réception. La comédie sociale est parfois admirable dans sa persévérance. Julien a repris cette fois sans détour. Si je ne trouve pas une garantie financière dans les 48 heures, ils vont ouvrir une procédure pénale. Le mot pénal est resté suspendu entre nous. Je savais ce que cela signifiait. Instruction, perquisition, peut-être même une mise en examen. La prison n'est jamais très loin lorsque l'argent disparaît trop vite. « De combien parle-t-on » ai-je demandé. Julien a hésité, puis il a prononcé le chiffre. Il aurait pu acheter plusieurs maisons dans mon village. Chloé sanglotait doucement maintenant. « Maman, on ne sait plus quoi faire. » Je me suis levée et je suis allée jusqu'à la fenêtre. Les champs de lavande étaient encore nus. La pluie de la nuit avait assombri la terre et l'air portait cette odeur profonde que Julien appelait autrefois la boue. Je pensais à la route de 2 heures, à cette route qu'ils avaient trouvée trop longue pour venir dîner. La vie a un sens de la symétrie presque cruelle. « Maman », répéta Chloé. Je me suis tournée vers la pièce. Le silence de la maison était intact. Les tableaux, les meubles anciens, les murs épais, tout semblait attendre. « Venez », ai-je dit calmement. Julien a cru mal entendre. « Pardon ?»« Venez en Provence. » Un souffle court dans le téléphone. Je pouvais presque voir leurs visages se regarder. « La route ne fait que 2 heures, » ai-je ajouté doucement. Puis j'ai laissé un court silence avant de conclure. Et parfois, 2 heures suffisent pour sauver une vie. La pluie tombait en Provence avec cette lenteur obstinée qui transforme la terre en miroir sombre. Depuis la terrasse, je regardais la route serpenter entre les cyprès. Elle apparaissait et disparaissait derrière les collines, comme un fil que quelqu'un aurait tiré trop loin dans la campagne. 2 heures. C'était le temps exact qu'il leur faudrait pour venir jusqu'ici. Le même trajet qu'ils avaient jugé trop pénible quelques jours plus tôt. Les routes ont parfois une mémoire ironique. Je savais qu'ils viendraient. Lorsque l'on est acculé, l'orgueil devient un luxe inutile. Julien avait peut-être passé des années à parler de rendement et d'investissement, mais au fond, il restait un homme comme les autres. Face à la menace d'une cellule et d'une porte métallique, les calculs changent très vite. Vers midi, le ciel s'est éclairci. Le Mistral avait balayé les nuages et laissé derrière lui cet air transparent qui rend la Provence presque irréelle. Les champs de lavande, encore bruns en cette saison, formaient des lignes régulières jusqu'à l'horizon. Dans quelques mois, ils seraient violets et parfumés. Pour l'instant, ils ressemblaient à une mer sèche. J'ai préparé du café. Pas par hospitalité, par précision. Les gestes simples permettent de maintenir l'ordre lorsque les visiteurs arrivent avec leur chaos. La maison était silencieuse. Les tableaux regardaient les murs avec la patience des choses qui ont vu passer plusieurs générations de drames familiaux. Sur la cheminée, une petite pendule de marbre avançait d'un tic-tac discret, comme si elle se moquait de la panique humaine. À 14h47 exactement, j'ai entendu le moteur. Un moteur puissant, trop nerveux pour une route de campagne. Le bruit s'est arrêté brusquement devant la grille. Je n'ai pas bougé. Quelques secondes plus tard, la porte de la voiture a claqué. Puis une autre. Des pas précipités sur le gravier. J'imaginais déjà la scène. Julien au volant, crispé. Chloé à côté, les yeux rougis, répétant les mêmes phrases depuis Paris. « On va trouver une solution. Maman comprendra. » Le gravier a encore craqué. Ils avaient oublié combien ce bruit pouvait être long. Les allées anciennes sont faites pour ralentir les arrivées. C'est une politesse que l'architecture impose aux visiteurs trop pressés. La porte d'entrée s'est ouverte avant qu'il n'ait le temps de sonner. Chloé s'est arrêtée net. Elle avait toujours été belle, mais la beauté change lorsque la peur apparaît dans les yeux. Ses cheveux étaient attachés à la hâte, son manteau mal fermé. Julien, derrière elle, semblait plus petit que dans les photos de la Loire. Les hommes qui perdent leur argent perdent aussi quelques centimètres. « Maman ?» Elle a dit ce mot comme on demande pardon. Je me suis contentée de les regarder. La voiture garée devant la maison brillait encore sous la lumière d'hiver. Une berline noire, neuve, silencieuse, le genre de véhicule que les banquiers aiment parce qu'il annonce la réussite avant même que le conducteur ne parle. Julien a tenté un sourire. « Catherine, merci de nous recevoir. » Il n'utilisait plus mon prénom avec la même désinvolture.
Je les ai invités à entrer d'un geste calme. Dans le vestibule, l'odeur de la maison les enveloppait immédiatement. La pierre froide, la cire et cette note humide de terre que le Mistral avait apportée depuis les champs. Julien a froncé légèrement les narines. Je me suis souvenu de ce qu'il avait dit autrefois. La boue. Chloé, elle, regardait autour d'elle avec un air presque étranger, comme si la maison de son enfance était devenue un lieu qu'elle visitait pour la première fois. Les souvenirs ont parfois cette cruauté. Ils restent là où nous les avons laissés, mais nous ne savons plus comment y entrer. Nous sommes passés dans le salon. Les rideaux étaient ouverts sur les collines. La lumière d'hiver dessinait des lignes pâles sur le parquet ancien. Julien a pris la parole le premier. Les hommes d'affaires préfèrent toujours parler avant que le silence ne les juge. Catherine, je vais être honnête. La situation est sérieuse, très sérieuse. Il s'est arrêté, cherchant les mots qui pourraient rendre la catastrophe respectable. Si je ne présente pas une garantie financière rapidement, l'instruction va commencer. Instruction. Le mot sonnait maintenant plus lourd que dans le téléphone. Chloé s'est avancée vers moi. Ses yeux brillaient de fatigue. « Maman ?» On pensait, peut-être. Elle n'osait pas finir la phrase. Je l'ai aidée. Vendre quelques hectares de lavande? Julien a hoché la tête immédiatement. Juste une partie, le temps de stabiliser les choses. Je rembourserai bien sûr. Bien sûr. La phrase préférée des hommes qui demandent de l'argent. Je me suis dirigée vers la fenêtre. Dehors, les champs s'étendaient jusqu'aux collines. La terre était sombre, lourde d'hiver. 2 heures de route pour venir demander ce qu'ils avaient autrefois méprisé. Je me suis tournée vers eux. « Nous allons parler », ai-je dit. Ma voix était douce. Puis j'ai ajouté presque distraitement « Mais pas ici ». Julien a levé les yeux. « Où alors ?» Je me suis dirigée vers le grand salon du fond, là où, depuis ce matin, la maison n'avait plus tout à fait la même odeur. Une odeur fine, presque chimique. L'odeur des gants blancs et des caisses de transport d'œuvres d'art. Ils m'ont suivi dans le grand salon. C'était la pièce la plus ancienne de la maison. Les murs y étaient plus épais, les plafonds plus hauts, et la lumière entrait toujours avec une lenteur respectueuse, comme si elle savait que certaines choses ne doivent jamais être éclairées brutalement. Mais ce jour-là, l'air n'avait pas l'odeur familière de la cire et du bois ancien. Il sentait autre chose. Une odeur propre, presque clinique, celle des gants de coton, des papiers de protection et des solvants doux utilisés pour préserver les œuvres anciennes. Une odeur que l'on ne rencontre pas dans les maisons de campagne, mais dans les salles de vente où les fortunes changent de main sans faire de bruit. Julien s'est arrêté au seuil. Chloé aussi. La pièce n'était pas vide. 2 hommes et une femme se tenaient près du mur principal. Ils portaient des costumes discrets, élégants, sans ostentation. Sur une table basse, plusieurs dossiers ouverts, des gants blancs soigneusement posés à côté, et une petite lampe orientable éclairait une toile que je connaissais depuis plus longtemps que la plupart des gens que j'aimais. Le premier homme s'est tourné vers moi. « Madame Catherine, nous venions justement de terminer l'examen. » Sa voix avait ce ton neutre que prennent les experts lorsqu'ils parlent d'objets qui valent plus que certaines existences. Je me suis approchée. Sur le mur, l'un des tableaux avait été décroché. À sa place, il ne restait qu'un rectangle légèrement plus clair dans la tapisserie ancienne. Une trace de silence, comme si le mur avait respiré pendant 1 siècle sous le poids de la toile. Le tableau reposait maintenant sur un chevalet mobile. Claude Monet. Un paysage de rivière, baigné de cette lumière tremblée que seuls les impressionnistes savaient capturer. Les touches de peinture semblaient encore vibrer comme si le soleil s'y était posé quelques minutes plus tôt. Julien a murmuré quelque chose. Un mot à peine audible. Mon Dieu, je l'ai regardé. Il avait changé de couleur. Les hommes de finance savent reconnaître la valeur immédiatement, même lorsqu'ils prétendent aimer l'art pour d'autres raisons. L'expert a continué calmement. L'authenticité ne fait aucun doute. La provenance familiale est parfaitement documentée. Il a tourné une page dans son dossier. L'estimation actuelle se situe entre 18 et 22 millions d'euros. Le silence qui a suivi était presque physique. Chloé a posé la main contre le dossier d'une chaise, comme si la pièce s'était mise à pencher légèrement.
Julien fixait le tableau avec cette expression particulière que prennent les hommes lorsqu'ils comprennent qu'ils ont mal évalué quelqu'un. Et ce n'est que le premier, a ajouté la femme de l'équipe. Elle s'est dirigée vers le mur opposé. Là, une seconde toile venait d'être descendue. Moins lumineuse, plus douce dans ses couleurs, mais immédiatement reconnaissable pour quiconque a déjà fréquenté une salle de vente. Renoir. Une scène de jardin, presque intime, où la lumière semblait tomber à travers les feuilles d'un arbre invisible. Celle-ci, a-t-elle dit, pourrait dépasser les 15 millions selon le marché actuel. Julien a reculé d'un pas. Je pouvais presque entendre les calculs se former dans sa tête. Les dettes, les garanties, les délais judiciaires, tout se transformait soudain en chiffres différents. Je me suis approché de la table où les experts avaient posé leurs documents. « Merci », ai-je dit simplement. L'homme a hoché la tête. « Sotheby's peut organiser la vente très rapidement si vous le souhaitez. La provenance et l'état des œuvres facilitent énormément les choses. » Sotheby's. Le mot a flotté dans la pièce comme une signature invisible. Je me suis tournée vers Chloé et Julien. Ils me regardaient maintenant comme on regarde quelqu'un que l'on croyait connaître et qui vient soudain de déplacer les murs de la réalité. Julien a parlé le premier. Sa voix n'avait plus rien de l'assurance qu'il utilisait à Paris. « Catherine, je ne savais pas que… » Je l'ai interrompu d'un geste léger. « Que la boue pouvait cacher autre chose que de la terre ?» Il n'a pas répondu. Chloé avait les yeux fixés sur le monnet. Elle semblait chercher dans sa mémoire l'image de ce tableau accroché depuis toujours dans la maison de son enfance, comme un meuble familier dont on oublie la valeur. Je me suis dirigée vers la fenêtre. Dehors, les champs de lavande étaient immobiles sous le ciel clair. La lumière de l'après-midi dessinait de longues ombres sur la terre humide. Quand je me suis retournée, Julien me regardait avec une attention nouvelle. Les hommes comprennent très vite quand quelqu'un d'autre possède la clé de leur avenir. Catherine, il s'est arrêté. Pour la première fois depuis que je le connaissais, il semblait chercher ses mots avec prudence. « Est-ce que vous envisagiez déjà de vendre ces tableaux ?» Je me suis approchée du monnet. Les couleurs étaient plus profondes à cette distance, presque vivantes. « Oui », ai-je répondu doucement. Puis j'ai posé la main sur le dossier d'une chaise et ajouté, avec la même tranquillité, « Pour sauver quelqu'un ». Le silence s'est abattu sur la pièce. Julien a levé les yeux vers moi, et dans son regard, pour la première fois, il y avait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. De la dépendance. Le soir est tombé doucement sur la Provence, comme un rideau de velours que l'on tire sans bruit. La lumière s'est retirée des champs de lavande, et les collines ont pris cette teinte violette presque irréelle qui annonce les nuits d'hiver. Dans la salle à manger, les bougies brûlaient déjà. J'avais remis la table, exactement comme la veille de Noël. La même nappe de lin, les mêmes assiettes anciennes, le même vin rouge qui avait attendu patiemment dans la cave pendant presque 30 ans. Même la soupière était là, posée au centre de la table comme une vieille vérité que personne ne veut entendre. Chloé et Julien étaient assis en face de moi. Ils avaient retrouvé une posture plus calme, mais leur silence avait changé de nature. Ce n'était plus celui des visiteurs sûrs d'eux-mêmes. C'était celui des gens qui savent que leur avenir dépend d'une conversation. Je versais le vin avec lenteur. Le liquide sombre captait la lumière des bougies et la renvoyait en reflets rouges sur la nappe blanche. Julien regardait le verre comme s'il essayait d'y lire un verdict. Personne ne parlait. Les silences bien utilisés ont une vertu que les cris n'auront jamais. Ils obligent les gens à penser. J'ai servi la soupe. L'odeur de châtaigne chaude s'est répandue dans la pièce. Une odeur simple, douce, presque enfantine, celle que Chloé connaissait depuis toujours. Elle a pris la cuillère. Ses mains tremblaient légèrement. Julien, lui, n'osait même pas toucher son assiette. Enfin, Chloé a parlé. Sa voix était brisée. « Maman, je suis désolée. » Le mot a flotté au-dessus de la table comme une plume trop légère pour réparer quoi que ce soit. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je goûtais la soupe. Elle était exactement comme je l'avais imaginée, chaude, douce, stable. Les recettes anciennes ont cette qualité admirable de ne jamais trahir. Julien s'est levé soudain. Le geste était brusque, presque maladroit.
Il s'est avancé d'un pas vers moi, puis s'est arrêté. Et pour la première fois depuis que je le connaissais, l'homme qui parlait autrefois de marché et de stratégie a plié les genoux. Il s'est agenouillé. Le bruit sourd de ses chaussures sur le parquet a résonné dans la pièce. « Catherine, je vous en prie. » Sa voix n'était plus qu'un souffle. « Je ferai tout ce que vous voudrez, mais si je ne trouve pas cet argent, je vais perdre l'entreprise. Et après ?» Il n'a pas terminé la phrase. Les mots prison, instruction, tribunal n'avaient pas besoin d'être prononcés. Chloé pleurait maintenant en silence. Je regardais Julien. Un homme à genoux a toujours l'air plus jeune, presque fragile. Les costumes sur mesure perdent leur autorité lorsqu'ils touchent le sol. Je me suis appuyée contre le dossier de ma chaise. « Relevez-vous » ai-je dit doucement. Il a obéi immédiatement. Les hommes qui ont besoin d'aide deviennent très dociles. Je me suis servi un peu de vin. Puis j'ai levé le verre vers la lumière des bougies. « Vous savez, » ai-je murmuré, « ces tableaux ne sont pas seulement des tableaux. » Julien m'écoutait avec une attention presque douloureuse. Ils sont les derniers témoins d'une famille qui croyait que certaines choses dureraient toujours. Je regardais le vin tourner lentement dans le cristal. Les terres, les maisons, les noms gravés sur l'argenterie. Un sourire très léger a traversé mon visage. Nous savons aujourd'hui que tout cela disparaît plus vite que prévu. Chloé essuyait ses larmes. Je me suis tournée vers elle. J'ai vendu 2 morceaux de mémoire aujourd'hui. Sa tête s'est relevée brusquement. Les monnaies? J'ai hoché la tête. Les experts repartiront demain avec les tableaux. Julien a ouvert la bouche. Je voyais déjà les chiffres courir dans son esprit. Catherine, je l'ai interrompue calmement. L'argent couvrira largement ce que vous devez. Le silence qui a suivi était presque violent. Chloé s'est levée d'un bond. « Maman, tu ferais ça pour nous ?» Je l'ai regardée longtemps. La petite fille qui courait autrefois dans les champs de lavande n'était plus là. À sa place se tenait une femme qui avait appris trop vite à mesurer les gens selon leur utilité. Je me suis tournée vers Julien. Il attendait, comme tous les hommes qui ont compris que la phrase suivante décidera de leur destin. Je reposai mon verre sur la table. Le cristal a produit un petit son clair. « Oui », ai-je dit. Le soulagement a traversé leur visage comme une vague. Mais je n'avais pas terminé. J'ai laissé passer quelques secondes, le temps exact pour que l'espoir prenne racine. Puis j'ai ajouté doucement « Mais la liberté a toujours un prix. » Julien s'est figé, Chloé aussi. Je me suis levée et j'ai ouvert le tiroir du buffet. À l'intérieur reposait un dossier épais, soigneusement préparé. Je l'ai posé au centre de la table. Le papier glissait doucement sur la nappe. Puis j'ai dit simplement « Nous allons signer quelque chose ». Le dossier est resté quelques secondes au centre de la table, immobile comme un objet posé sur une balance invisible. Julien le regardait sans oser l'ouvrir. Les hommes qui ont signé des dizaines de contrats savent reconnaître le poids d'un document avant même d'en lire la première ligne. La cire des bougies coulait lentement. La soupe refroidissait dans les assiettes. Le silence devenait presque cérémoniel. « Qu'est-ce que c'est ?» a murmuré Chloé. Je me suis rassis. Une formalité. Le mot formalité possède cette élégance administrative qui rassure les naïfs et inquiète les gens prudents. Julien a finalement tiré le dossier vers lui. Les feuilles ont glissé avec ce bruit sec du papier juridique, celui que l'on entend dans les études notariales et les cabinets d'avocats, là où les vies changent de direction sans jamais hausser la voix. Il a parcouru la première page. Je l'ai vu ralentir, puis s'arrêter. Ses yeux ont remonté la ligne du titre. « Changement de régime matrimonial », a-t-il lu à voix basse. La phrase est restée suspendue au-dessus de la table. Chloé s'est penchée vers lui. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Julien tournait déjà la page suivante. Ses doigts tremblaient légèrement. Les hommes de finance comprennent très vite lorsqu'un document a été préparé par quelqu'un qui connaît parfaitement la loi. « Séparation de biens complète », a-t-il murmuré. Il a levé les yeux vers moi. Je buvais mon vin, calmement. En droit français, ai-je dit avec douceur, un couple marié partage certains risques, les dettes par exemple. Chloé fronçait les sourcils. Mais nous sommes déjà mariés sous le régime normal. La communauté réduite aux acquets, ai-je précisé. Elle a hoché la tête, vaguement rassurée d'entendre des mots familiers.
Julien, lui, continuait à lire. Et plus il lisait, plus son visage devenait pâle. Catherine. Sa voix avait changé. Ce document transfère tous les biens futurs de Chloé dans un patrimoine totalement séparé. Je n'ai rien dit. Il a tourné encore une page. Les héritages, les donations, les propriétés familiales, il s'est arrêté. Tout est protégé contre les créanciers. J'ai enfin posé mon verre. Exactement. Le silence est devenu lourd. Chloé regardait maintenant Julien, cherchant une explication dans son visage. Mais c'est bien, non? Julien n'a pas répondu immédiatement. Il comprenait très bien ce que cela signifiait. Un homme qui croule sous les dettes ne peut plus toucher à ce qui appartient légalement à sa femme si les biens sont séparés. Et dans cette maison, la seule héritière était Chloé. Julien a reposé les feuilles sur la table. Ses mains étaient maintenant parfaitement immobiles. « Vous avez déjà parlé à un notaire » a-t-il dit. « Oui, et à un avocat. Bien sûr, les gens riches ne prennent jamais de décision seuls. Ils prennent des précautions. » Julien a fermé le dossier. Il me regardait maintenant avec une lucidité nouvelle. « Si je signe » je l'ai aidé à terminer la phrase. « Vous restez marié à ma fille. » Il a hoché la tête lentement. « Mais tout ce qu'elle possédera ne m'appartiendra jamais. » Exact. Chloé les regardait tour à tour. Elle commençait seulement à comprendre. « Mais maman, tu voulais nous aider. » Je me suis tournée vers elle. Et je le fais. Je posai une main sur le dossier. L'argent des tableaux paiera les garanties que la justice exige. Julien évitera l'instruction immédiate. Julien a expiré lentement. La tension dans ses épaules trahissait l'ampleur du soulagement qu'il essayait encore de contenir. Mais je n'avais pas terminé. Cependant, le mot a suspendu la pièce. À partir de ce soir, la fortune de ma fille sera totalement hors de votre portée. Julien n'a pas bougé. Il fixait la nappe blanche comme si une nouvelle équation venait d'apparaître devant lui. La prison ou la pauvreté. C'était cela, en réalité. S'il refusait de signer, les procureurs continueraient leur travail. S'il signait, il resterait dans la famille, mais sans jamais pouvoir toucher à ce qui la faisait vivre. Chloé murmura. « Julien, dis quelque chose. » Il leva lentement la tête. Dans ses yeux, je voyais quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pas de colère, pas d'orgueil, seulement la fatigue brutale d'un homme qui découvre que les règles du jeu ont changé. Je glissai un stylo sur la table. Le métal produisit un petit bruit clair. « Vous avez le choix, » dis-je doucement. Puis je me levai et ajoutai presque avec tendresse, « Mais le procureur, lui, ne vous laissera pas beaucoup de temps. » Le stylo est resté longtemps immobile entre les doigts de Julien. On aurait pu croire que la maison entière retenait son souffle. Même la pendule de marbre semblait ralentir son tic-tac pour observer l'homme qui pesait sa liberté contre son orgueil. Chloé le regardait avec une anxiété presque enfantine. « Julien !» Il n'a pas levé les yeux. Les hommes qui ont passé leur vie à signer des contrats n'aiment pas signer celui qui les réduit. Pourtant, il savait parfaitement que les choix véritables sont toujours les plus courts. Il a ouvert le dossier une dernière fois. Ses yeux ont parcouru les pages avec une rapidité fatiguée. Les articles du Code civil, les clauses de séparation patrimoniale, les références notariales, tout était là, propre, irréprochable, sans aucune brutalité apparente. La loi française a cette élégance. Elle peut transformer une punition en précaution. Julien a expiré lentement, puis il a signé, un simple mouvement de la main, une ligne noire sur du papier blanc. Et pourtant, dans ce geste, quelque chose venait de basculer pour toujours. Le bruit de la plume sur le papier était presque imperceptible. Chloé a fermé les yeux un instant. Moi, je regardais simplement la signature sécher. « Bien », ai-je dit calmement. Je refermai le dossier. La pièce sembla se détendre légèrement, comme si la tension avait quitté les murs. Julien s'est levé. Il avait l'air plus vieux. Ce n'était pas seulement la fatigue, c'était cette transformation subtile qui arrive lorsque quelqu'un comprend que le monde ne lui appartient plus tout à fait. « Merci », a-t-il murmuré. Je n'ai pas répondu. Je me suis dirigé vers la fenêtre. Dehors, la nuit s'était installée sur les champs de lavande. Le mistral avait cessé, laissant derrière lui une odeur humide de terre noire, la boue. Le mot m'a traversé l'esprit avec une ironie douce. Lorsque je me suis retournée, Julien avait retrouvé un peu de son assurance.
Les hommes reconstruisent très vite leur posture lorsqu'ils pensent avoir survécu au pire. Les tableaux, a-t-il commencé. Je l'ai interrompu d'un geste léger. Les experts partiront demain, l'argent suivra dans quelques jours. Il a hoché la tête. Chloé semblait enfin respirer normalement. Ses épaules s'étaient relâchées et dans ses yeux brillait déjà cette lueur d'espoir qui apparaît lorsque la catastrophe recule. Je suis allé vers le vestibule. Il reste une chose, ai-je dit. Julien m'a suivi. La porte d'entrée était ouverte sur la nuit fraîche. La berline noire brillait sous la lumière extérieure, impeccable, silencieuse, comme une promesse intacte. Je tendis la main. Les clés. Julien cligna des yeux. Pardon ? La voiture. Il regarda Chloé, puis moi. Je ne comprends pas, je souris légèrement. C'est très simple. Il sortit lentement les clés de sa poche. Le petit logo métallique scintillait entre ses doigts. Ce véhicule, ai-je poursuivi calmement, représente une valeur non négligeable. Julien restait immobile. Et comme vous le savez maintenant, les dettes se paient. Je pris les clés. Le métal était froid. Elle sera vendue demain matin. L'argent contribuera au fonds de garantie. Chloé ouvrit la bouche. Mais comment allons-nous rentrer ? Je désignai la route sombre qui descendait vers la vallée. La gare est à 40 minutes à pied. Le vent léger faisait frissonner les cyprès. Julien ne disait rien. Je continuais d'un ton parfaitement paisible. Vous m'avez expliqué un jour que 2 heures de route pour venir ici était une épreuve. Je posai les clés sur la petite console du vestibule. Le tintement fut clair. J'ai pensé qu'il serait charitable de vous libérer de cette fatigue. Chloé me regardait comme si elle découvrait quelqu'un d'autre. Je m'approchai d'elle. Ma voix resta douce. Marcher un peu ne fait jamais de mal. Je jetai un dernier regard vers la voiture noire et l'air de la terre. Je marquai une courte pause, puis j'ajoutai « aide parfois à retrouver le sens des choses ». Personne ne parla. Ils sortirent finalement dans la nuit. Le gravier craqua sous leurs pas, plus lentement cette fois. Lorsque la porte se referma derrière eux, la maison retrouva son silence. Un silence profond. Celui des vieilles pierres qui savent que certaines leçons ne se donnent qu'une seule fois. Le lendemain matin, la Provence s'est réveillée dans une lumière d'une pureté presque irréelle. Après les pluies de l'hiver, le Mistral avait nettoyé le ciel pendant la nuit. L'air semblait lavé, presque fragile. Depuis la terrasse, les collines se dessinaient avec une netteté que l'on ne voit qu'en janvier, lorsque les touristes sont partis et que la terre respire enfin pour elle-même. Les champs de lavande étaient silencieux. En cette saison, ils n'avaient rien de la splendeur violette que les photographes aiment tant. Ils étaient bruns, modestes, presque austères. Mais c'est précisément ainsi que je les préférais. Les choses simples sont souvent les plus sincères. Au loin, un moteur s'est éloigné sur la route, la berline noire. Les hommes de l'agence automobile étaient venus la chercher tôt avec la politesse discrète de ceux qui savent qu'ils manipulent des objets chargés de fierté blessée. L'argent rejoindrait bientôt les comptes des avocats et des banques. Les dettes commencent toujours par un chiffre. Elles se terminent presque toujours par une leçon. Je marchais lentement entre les rangées de lavande. La terre était encore humide sous mes chaussures. Elle dégageait cette odeur profonde, presque minérale, que Julien avait appelée autrefois la boue. Je me suis arrêté un instant pour respirer. Il y a quelque chose de rassurant dans l'odeur de la terre mouillée. Elle rappelle que tout ce qui tombe finit toujours par nourrir quelque chose. La veille, les experts de Sotheby's avaient emballé les tableaux avec des gestes méticuleux. Les caisses de transport étaient parties dans un camion blanc, comme des cercueils élégants emportant un siècle de souvenirs. Le Monet, le Renoir, des morceaux de lumière qui avaient vécu sur ces murs plus longtemps que la plupart des êtres humains. Lorsque la dernière caisse avait quitté la maison, je n'avais ressenti ni tristesse ni regret, seulement du silence. Un silence propre, presque neuf. Je me suis arrêté au milieu du champ. Le vent léger faisait frissonner les tiges sèches de lavande. Le bruit ressemblait à un murmure ancien, comme si la terre racontait des histoires que seuls les gens patients peuvent entendre. Je pensais à Chloé, à la petite fille qui courait autrefois entre ses rangées, les mains tachées de violet, riant sans savoir que le monde finirait un jour par lui apprendre la valeur des choses. Elle apprendrait.
pas par punition, par nécessité. Quant à Julien, il avait fait ce que font tous les hommes intelligents lorsqu'ils se retrouvent au bord d'un précipice. Il avait signé. La loi ferait maintenant son travail, les avocats aussi. Les dettes seraient négociées, les garanties déposées, les procédures ralentiraient. Il garderait sa liberté. Mais certaines signatures laissent des traces plus profondes que les procès. Je regardais le domaine. La maison ancienne, les cyprès, les collines au loin. Tout semblait étonnamment calme, comme si quelque chose de lourd avait quitté ses murs pendant la nuit. On croit souvent que l'argent achète la richesse. C'est faux. L'argent achète parfois le silence. Et le silence est une forme très rare de liberté. Je me suis penchée pour toucher la terre. Elle était froide, solide, patiente. Dans quelques mois, les lavandes fleuriraient à nouveau. Les champs redeviendraient violets, les abeilles reviendraient, et les visiteurs prendraient des photos en pensant contempler un paysage éternel. Ils ne sauraient rien des signatures, des dettes, des humiliations discrètes. La terre ne raconte jamais ces histoires-là. Je me suis redressée. Le vent s'était levé légèrement, faisant onduler les rangées de lavandes comme une mer calme. Dans ce mouvement lent, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis longtemps. La légèreté. Oui, j'avais vendu des tableaux. Oui, j'avais dépensé une fortune. Mais en échange, j'avais acheté quelque chose que ni Paris, ni les banques, ni les héritiers pressés ne pourront jamais m'enlever. La paix. Je suis restée là un moment, au milieu des lavandes silencieuses. Et pour la première fois depuis longtemps, le monde me semblait parfaitement à sa place. Il y a des histoires qui parlent d'argent et d'autres qui parlent de dignité. Celle-ci, en réalité, ne parle jamais vraiment d'argent. Elle parle du silence. Dans la vie, beaucoup de personnes âgées apprennent à se taire. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles ont compris une chose essentielle. Répondre à chaque manque de respect ne change pas les gens. Le temps, lui, s'en charge souvent avec une précision redoutable. Catherine n'a jamais crié. Elle n'a humilié personne en public. Elle n'a pas cherché la vengeance spectaculaire que l'on voit dans les films. Elle a simplement laissé les événements suivre leur cours. Puis elle a utilisé la seule chose que les années lui avaient donnée, la lucidité. Parfois, la vraie force n'est pas de se battre, c'est d'attendre. D'attendre que ceux qui vous méprisent découvrent eux-mêmes la valeur de ce qu'ils avaient sous les yeux depuis toujours. Dans beaucoup de familles, l'histoire se répète. Les parents deviennent invisibles à mesure que les enfants grandissent. Leur maison devient la vieille maison. Leur table devient un dîner trop simple. Leur vie entière est résumée à quelque chose de dépassé. Mais la vie a une ironie tranquille. Ce que l'on méprise aujourd'hui peut devenir demain la seule porte de sortie. Alors la question reste ouverte. Dans votre propre vie, avez-vous déjà vu une situation où quelqu'un a sous-estimé une personne âgée avant de découvrir trop tard qu'elle était la plus lucide de tous? Avez-vous déjà vécu ce moment où le silence d'un parent ou d'un grand-parent disait beaucoup plus que n'importe quelle dispute? Ou peut-être avez-vous vous-même été cette personne que l'on croyait faible, jusqu'au jour où la vérité s'est révélée? Si cette histoire vous a touché, racontez-nous. Les histoires de famille sont parfois douloureuses, parfois injustes, mais elles portent aussi les leçons les plus profondes de la vie. Votre témoignage pourrait éclairer quelqu'un d'autre qui traverse une situation semblable. Écrivez votre histoire dans les commentaires. Parce qu'au fond, derrière chaque silence, il y a toujours une vérité qui mérite d'être entendue.